Donald Trump obligé de retirer le texte qui devait abroger l'Obamacare, c'est un échec cuisant pour le président américain qui en avait pourtant fait l'un de ses principaux arguments de campagne. Un revers qui révèle au grand jour les divisions au sein du camp républicain. La visite de Marine Le Pen à Moscou, la présidente du Front National a été reçue au Kremlin par Vladimir Poutine. L'occasion pour elle de plaider en faveur de la levée des sanctions européennes contre la Russie. Les 60 ans du traité de Rome, l'anniversaire sera célébré en grande pompe ce samedi dans la capitale italienne, placée pour l'occasion sous haute sécurité. Les chefs d'État et de gouvernements européens ont eux assisté à une bénédiction papale au Vatican ce vendredi. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. C'est donc un échec cuisant pour le président américain un peu plus de 2 mois après son entrée en fonction. Faute de majorité à la Chambre des représentants, Donald Trump a été contraint de retirer le texte qui devait abroger l'Obamacare. C'était pourtant l'une de ses promesses de campagne. Depuis le bureau ovale, il a exprimé sa déception. Je vous propose d'écouter le président américain. Nous étions tout proches du but. Il y avait peu d'écart. Nous n'avions pas de soutien des démocrates, aucun vote démocrate. Ils n'ont pas voulu nous donner un seul vote, donc c'est très difficile. Mais je le répète depuis 1 an et demi, la meilleure chose que nous puissions faire désormais, politiquement parlant, c'est de laisser l'Obamacare s'autodétruire. C'est déjà en train de s'autodétruire. Beaucoup d'États ont déjà des difficultés, quasiment tous les États ont des problèmes. Ce revers révèle au grand jour les fortes dissensions qui règnent au sein du camp républicain, des divisions sur lesquelles revient pour nous Gallagher Fenwick, notre correspondant à Washington. Échec cuisant pour le président républicain Donald Trump qui aime se présenter comme étant le roi de la négociation, mais son projet de loi phare, celui qui visait à abroger et à remplacer la réforme de l'assurance maladie mise en place par son prédécesseur démocrate Barack Obama, est tout simplement retiré de la circulation. Il n'est même pas allé au vote à la Chambre des représentants qui règne là, pas recueilli suffisamment de voix conservatrices, pas assez de soutien au sein du camp des conservateurs, des républicains, puisque les plus modérés trouvaient le projet inquiétant car ils verraient des millions de leurs concitoyens, 14 millions dès 2018, perdre leur assurance, et ces parlementaires-là ont besoin de beaucoup des voix modérées justement pour les faire réélire dans les années à venir du côté plus conservateur, plus dur au sein du Parti républicain. Eh bien, au contraire, on trouvait que le projet de loi voulu par le président Donald Trump n'allait pas assez loin. Toujours est-il que l'incertitude plane sur l'avenir de ce projet de loi qui est enterré pour le moment, peut-être temporairement, en attendant, comme l'a dit un des parlementaires qui soutenait le projet de loi voulu par Donald Trump. On l'oublie et on passe à autre chose à présent. On en vient à cette offensive de grande ampleur des rebelles syriens près de Hama. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ils auraient repris 11 localités dans cette région de l'ouest du pays depuis mardi. Face à eux, les forces gouvernementales appuyées dans le ciel par l'aviation russe. Natacha Milrey, Simon Harding. Les affrontements se poursuivent entre rebelles et forces du régime. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 15 localités et villages situés au nord de la ville de Hama ont été repris à l'armée de Bachar al-Assad. Hama, un carrefour stratégique pour le régime syrien. La province permet de relier le sud du pays, et notamment Damas, la capitale, à la région de Latakia à l'ouest, fief historique du clan Assad. Les forces rebelles et les djihadistes tentent de séparer les deux zones afin de contrôler les lignes d'approvisionnement. L'armée syrienne riposte. Avec son allié russe, elle mène des frappes aériennes sur les secteurs repris par les rebelles et tente de stopper l'offensive qui a débuté mardi. Hasard du calendrier, les négociations intersyriennes sous l'égide de l'ONU ont repris ce jeudi à Genève. Mais avec l'intensification des combats, les discussions de paix risquent de rester plus que jamais au point mort. Direction à présent l'Égypte où Hosni Moubarak a été libéré ce vendredi. L'ancien président âgé aujourd'hui de 88 ans a quitté l'hôpital militaire du Caire où il a passé l'essentiel de ses 6 années de détention. En 2012, il avait pourtant été condamné à la perpétuité. Florence Gaillard. Ces soutiens d'Hosni Moubarak peuvent se réjouir. Pour la première fois depuis 6 ans, leur raïs est libre.
Au début du mois, il a été définitivement acquitté des accusations d'implication dans les meurtres de manifestants durant le printemps arabe. Il avait pourtant été condamné à perpétuité en juin 2012. Dans une affaire de corruption, il avait aussi écopé de 3 ans de prison avec ses fils Alaa et Gamal. Tous 3 étaient accusés d'avoir détourné plus de 10 millions d'euros pour l'entretien des palais présidentiels. À l'issue de ce procès, le Raïs avait purgé sa peine alors que ses 2 fils avaient été remis en liberté. Hosni Moubarak est toujours visé par une enquête pour gains illicites qui l'oblige à ne pas quitter le territoire égyptien. Pendant 30 ans, il a dirigé le pays d'une main de fer, mais le 11 février 2011, il a été renversé par la révolte populaire. Si ce vendredi, il a pu rejoindre sa résidence d'Héliopolis, un quartier aisé du Caire, les chefs des manifestations, eux, sont toujours en prison. Germain Katanga devra verser 250 $ symboliques à chacune de ses 297 victimes. Décision de la Cour pénale internationale, la CPI. Cet ancien chef de milice congolais avait été condamné en 2014 pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ces faits qui remontent à février 2003 ont été commis près du village de Bogor, en République démocratique du Congo. Plus que 29 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle ici en France, François Fillon était ce vendredi à Biarritz. Le candidat des Républicains a réitéré ses attaques à l'encontre de François Hollande, qu'il a accusé jeudi d'être à la tête d'un cabinet noir. Je cite, « La seule façon de sauver la gauche, c'est de tuer Fillon ». Fin de citation. Le chef de l'État français avait rejeté en bloc ces accusations. Regardez. Parce que c'est un scandale d'État. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est en tout cas la technique de François Fillon, particulièrement offensif, dans l'émission politique sur France 2 jeudi soir. Pour répondre des multiples charges qui pèsent contre lui, le candidat de la droite a dénoncé l'existence d'un cabinet noir à l'Élysée. Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau. Ce livre, c'est Bienvenue place Beauvau, police, les secrets inavouables d'un quinquennat, dont l'un des auteurs, Didier Assou, nie les allégations de François Fillon. La seule personne qui croit qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée, c'est François Fillon. L'Élysée a également nié ces accusations dans un communiqué publié avant même la fin de l'émission. Ce vendredi, le président de la République dénonce l'attitude du candidat de la droite. Mais il y a une dignité, une responsabilité à respecter. Je pense que M. Fillon est au-delà maintenant, loin de ça. Même son de cloche du côté de Benoît Hamon, le rival socialiste de François Fillon à l'élection présidentielle. Il est bon que François Fillon découvre ce qu'est la justice ordinaire. Il n'est pas victime de quoi que ce soit. Il est aujourd'hui l'objet de procédures, et de procédures qui sont normales dans un état de droit. À droite, en revanche, c'est silence radio. L'entourage de François Fillon ne s'est pas exprimé pour le moment. Marine Le Pen, elle, continue de forger sa stature internationale. Elle était ce vendredi à Moscou, où elle a rencontré le président russe, Vladimir Poutine. Si elle est élue la présidente du Front National l'a dit, elle demandera la levée des sanctions européennes contre la Russie. David Gilbert. Un petit salon modeste du Kremlin qui sert à des rencontres informelles. Mais les caméras sont bien là pour immortaliser l'instant. Marine Le Pen a enfin obtenu la rencontre censée lui octroyer sa stature internationale. Et elle a du mal à cacher son émotion. Merci Monsieur le Président de m'avoir accordé cette entrevue. Vous le savez, je plaide depuis longtemps pour que la France et la Russie reprennent des relations. Une candidate à l'élection présidentielle qui s'engage à œuvrer pour une levée des sanctions européennes contre Moscou. Vladimir Poutine ne peut qu'approuver, même s'il se défend de toute ingérence dans le scrutin. Bien sûr. Je sais que la campagne électorale en France bat son plein. Nous ne voulons en aucun cas influencer le déroulement des événements. Pourtant, cette rencontre inhabituelle d'une candidate à un mois d'une élection ressemble bien à une offrande faite à la présidente du Front National. D'autant que le pouvoir russe a souvent fait preuve de sympathie envers les mouvements d'extrême droite. Et alors que cette rencontre présidentielle n'était toujours pas confirmée dans la matinée, Marine Le Pen défendait déjà sa vision d'un rapprochement devant le président de la Douma, le Parlement russe. Je souhaite évidemment, et je l'ai toujours dit, que la Russie participe de cette réflexion qui doit être celle des nations libres contre le terrorisme islamiste.
Le terrorisme comme trait d'union. Marine Le Pen tient en tout cas son tête-à-tête avec un leader d'une grande puissance, après avoir échoué à rencontrer Donald Trump à New York en janvier dernier. Ce samedi, c'est l'Europe tout entière qui va célébrer les 60 ans du traité de Rome. Le 25 mars 1957, 6 pays européens posaient les fondations de l'actuelle Union européenne. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Un exploit réalisé seulement 12 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Europe des 27 sont arrivés ce vendredi à Rome, une capitale italienne placée sous haute sécurité. Ils ont assisté à une bénédiction du pape François au Vatican. Le souverain pontife les a appelés à la solidarité. Les précisions de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza. Un discours très dense, celui du pape François, qui a évoqué le contexte dans lequel est née l'Union européenne après les années sombres de la Seconde Guerre mondiale. Il a rappelé les idéaux qui ont inspiré les pères fondateurs de l'Europe, qui ont eu le courage pour oublier les querelles et pour créer cette communauté de peuples, cette famille de peuples. Il a exhorté les leaders européens à raviver cet esprit de paix qui est à la base de l'identité européenne et à construire un nouvel humanisme européen centré sur la solidarité et sur la valeur inaliénable de la dignité de la personne humaine. Le pape François a par ailleurs évoqué les différentes crises qui secouent les sociétés européennes. Il a évoqué ce décrochage entre les citoyens européens et les institutions européennes. Et pour faire face, le pape a conseillé aux dirigeants européens d'investir dans le développement, dans un développement humain pour préserver la dignité des citoyens par le travail, par les conditions de vie, par l'accès aux soins. Il a par ailleurs évoqué cette crise migratoire qui secoue l'Union européenne. Pour le pape, l'Europe ne peut pas se permettre de gérer cette crise comme si c'était purement un problème économique ou de sécurité. Il a invité les dirigeants européens à ne pas oublier l'âme de l'Europe, la richesse de l'Europe, a dit le souverain pontife, a toujours été son ouverture, son identité a toujours été multiculturelle, a dit le pape, qui a mis en garde les dirigeants européens contre la tentation de l'égoïsme, de l'isolationnisme et du repli, des paroles qui ont certainement retenti de façon particulière dans cette salle dans laquelle se trouvaient des dirigeants de pays comme la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, des pays qui rechignent à appliquer ces appels à la solidarité du souverain pontife vis-à-vis des migrants et des réfugiés. Pour la deuxième fois en moins de 3 mois, Thomas Pesquet est sorti dans l'espace. Le Français a effectué une mission d'un peu plus de 6 heures en compagnie de l'Américain Shane Kimbrough. Des travaux sur la station internationale. Objectif, accueillir dès l'année prochaine des vols commerciaux. Elliot Samuel. Des derniers ajustements avant une nouvelle sortie dans l'espace. Il est 12h24 quand Thomas Pesquet s'extrait pour la seconde fois de la Station spatiale internationale. Très bien, la couverture thermique est ouverte et je sors du SAS. Une mission de 6h30 avec l'Américain Shane Kimbrough, le commandant de l'équipage. L'objectif, effectuer des travaux à l'extérieur de l'ISS pour préparer l'accueil de vols commerciaux. Les navettes commerciales sont espérées pour 2018. Aujourd'hui, seule la capsule russe Soyouz permet de voyager en orbite. Le prix, 81 millions de dollars. Thomas Pesquet devrait sortir pour la 3e fois dans l'espace le 6 avril prochain. Il égalera alors le record de l'astronaute français Philippe Perrin. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.